La France est accusée de vendre des armes à Israël susceptibles d'être utilisées notamment à Gaza. Alors, après les révélations de plusieurs médias et de plusieurs ONG ces dernières semaines, le gouvernement français a réagi. Alors aujourd'hui, au-delà des éléments de communication, on va voir réellement ce que l'on sait sur la situation. La France vend-elle des armes à Israël susceptibles d'être utilisées à Gaza? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet important aujourd'hui à la une des actualités du jour. On fera ensuite un point évidemment sur le reste de l'actualité majeure. Alors, début juin 2025, une enquête publiée par le média français Disclose ainsi que le média irlandais The Ditch révélait qu'un cargo israélien, le Camp-Ship Hera, devait faire un arrêt le 5 juin près de Marseille et embarquer 14 tonnes de pièces détachées pour des mitrailleuses. Il s'agissait plus précisément de 19 palettes qui contenaient des pièces détachées utilisées pour relier des balles d'armes automatiques entre elles. Le même jour, on en avait parlé sur notre compte Instagram, les dockers du port de Marseille-Fos, donc les ouvriers du port, ont publié un communiqué avec la CGT notamment, indiquant qu'ils refusaient de charger des conteneurs de composants militaires à destination d'Israël, produits aujourd'hui par l'entreprise marseillaise Eurolinks. Et pour justifier cette décision, ils ont déclaré refuser, je cite, de participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. Alors ce matériel militaire qui est fabriqué par la société française Eurolinks, il était destiné à l'entreprise d'armement Israel Military Industry. C'est donc une filiale d'Elbit Systems qui fournit l'armée israélienne en munitions. D'après les deux médias, c'était la 3e livraison de ce type entre Fos-sur-Mer et le port de Haïfa en Israël depuis le début de l'année 2025. Mais alors, qu'en est-il plus largement des livraisons d'armes françaises vers Israël? Que sait-on sur ce sujet? Eh bien déjà, on peut noter qu'il y a eu des rapports parlementaires et des enquêtes indépendantes qui montrent que la France a exporté pour environ 19,9 millions d'euros de matériel militaire à Israël en 2023. Et c'est un chiffre qui est stable par rapport aux années précédentes. Ces exportations, elles concernent principalement des pièces détachées, des composants pour des systèmes d'armes et des équipements à double usage, à la fois donc civils et militaires. Et depuis 2014, donc ça c'est pour le regard plus large on va dire, le total atteint près de 211,7 millions d'euros. C'est donc beaucoup, même si évidemment par rapport aux États-Unis, eh bien les États-Unis restent de loin le principal fournisseur d'armes à Israël. Ça représente près de 70% des armes importées par Israël. Ensuite, il y a l'Allemagne. Et ça c'est donc pour ce qui ressort des rapports parlementaires. Mais je vous l'ai dit, il y a des ONG et des médias d'investigation, ainsi que des syndicats ou encore certains élus de gauche qui accusent la France de manquer de transparence et de continuer, en pratique, à livrer du matériel qui pourrait être utilisé aujourd'hui à Gaza. Il y a notamment un rapport du réseau Progressive International qui a été publié ce mardi et qui affirme qu'il existe, je cite, un flux ininterrompu de livraisons françaises de composants servant à fabriquer des bombes, des grenades, des torpilles, des mines, des missiles, des lance-roquettes ou encore des fusils militaires, selon des données rapportées à partir de l'autorité fiscale israélienne. Alors c'est dans ce contexte-là que la Ligue des droits de l'homme et plusieurs associations ont déposé une plainte contre l'entreprise française Eurolinks et contre l'entreprise israélienne IMI Systems pour complicité de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complicité de crimes de génocide. Et les plaignants s'appuient notamment sur le traité sur le commerce des armes, donc c'est le TCA, et c'est un traité qui interdit la vente d'armes en cas de risque d'utilisation pour commettre des crimes graves. Il s'appuie donc sur ça, ainsi que sur les alertes de l'ONU concernant la situation à Gaza. Ce qui est sûr, c'est que la France, en théorie, en tant que signataire de ce traité, elle est tenue de suspendre toute exportation d'armes ou de composants qui pourraient servir à commettre des crimes de guerre ou un génocide. Cependant, il faut noter que le pays, il n'est pas tenu de suspendre toute exportation d'armes ou de composants si ces composants ou ces armes ne sont pas utilisés entre guillemets sur place. Et c'est donc là en fait le point majeur de tension, on va dire, dans les débats et dans ces discussions. Est-ce que les composants militaires livrés en Israël sont utilisés à Gaza? Alors là-dessus, quelle a été la réponse du gouvernement et ensuite la réponse de ses opposants? Eh bien, je le disais, c'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a pris la parole lorsqu'il a été interpellé au Sénat sur le sujet. Il a affirmé que la France ne vendait pas d'armes à Israël, mais uniquement deux types de matériel. D'abord, des composants pour des systèmes de défense comme le dôme de fer, dont on a beaucoup parlé notamment hier, qui est le système de défense antimissile israélien. Et ensuite, il affirme exporter des pièces ou des composants destinés à la réexportation. Donc, c'est des pièces qui transiteraient selon lui par Israël pour être assemblées ou transformées avant d'être ensuite exportées vers d'autres pays, parfois même d'ailleurs pour être selon lui réexpédiées vers la France. Il a aussi déclaré que ces exportations étaient strictement contrôlées et que selon lui, les licences accordées ne permettent pas à l'armée israélienne d'utiliser ces composants, par exemple à Gaza. Ça, c'est donc ce que dit le gouvernement et face aux accusations, eh bien, le gouvernement souligne qu'il est impossible de vérifier si les composants exportés sont effectivement utilisés
par l'armée israélienne à Gaza. Mais en l'occurrence, là où c'est intéressant à analyser, c'est que c'est aussi un point que reconnaissent les auteurs de ces rapports et de ces enquêtes. Et c'est en fait là le point majeur de tension. Le gouvernement déclare que ça ne doit pas être utilisé à Gaza et qu'il y a en théorie des accords écrits pour le confirmer. Ça, c'est donc la théorie, sauf que en réalité et factuellement, les moyens de contrôler l'utilisation exacte de ces composants, ces moyens, ils sont extrêmement limités. Et donc, le gouvernement ne peut pas le garantir complètement, d'où le risque avancé aujourd'hui par les ONG. Alors, suite à tout cela et face aux doutes importants qui demeurent, il y a plusieurs parlementaires et plusieurs ONG qui demandent tout de même un embargo total sur les ventes d'armes ou de composants militaires français à Israël. Il dénonce un manque de transparence du gouvernement, mais surtout, je le disais donc, l'impossibilité de contrôler réellement ce qui se passe sur place. En tout cas, on peut noter que le gouvernement a décidé de déclassifier de manière anticipée la liste des composants d'armement qui sont livrés à l'armée israélienne en 2024. C'est donc un document qui devrait être transmis aux parlementaires au mois de septembre, donc on aura probablement davantage d'informations à ce moment-là. En tout cas, c'est un sujet complexe, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, à me faire part de vos retours. Je rappelle que pour plus d'informations sur tout ce qui se passe en ce moment, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes encore plus nombreux que sur YouTube. Vous êtes quasiment 5 millions là-bas à suivre ces formats pour suivre l'actualité au fil des heures, avec forcément beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je vous laisse avec Brice pour le reste de l'actualité importante et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Iran a visé plus de 200 cibles militaires en Israël entre vendredi soir et ce matin avec plusieurs salves de missiles. L'Iran a même affirmé avoir visé des dizaines de cibles, de bases et d'infrastructures militaires d'Israël. Il s'agit de la réponse directe de l'Iran à l'attaque israélienne Rising Lion de ce vendredi qui a fait au moins 78 morts et plus de 320 blessés en Iran, selon l'ambassadeur iranien à l'ONU. Si vous voulez en savoir plus, on vous en parlait en détail hier sur cette chaîne. Beaucoup de missiles iraniens ont été interceptés par le dôme de fer israélien, donc son système de défense antimissile, mais au moins 2 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans une zone résidentielle dans le centre d'Israël, selon l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Au total, les tirs de représailles menés par l'Iran depuis vendredi ont fait 3 morts dans le pays. Dans la journée, le général de brigade Efi Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne, a signalé de son côté qu'elle lançait des attaques aériennes contre plusieurs sites en Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi déclaré dans l'après-midi qu'Israël allait frapper tous les sites et les cibles du régime, affirmant qu'Israël avait déjà infligé un véritable coup au programme nucléaire iranien depuis vendredi. Dans la foulée, le président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde contre une riposte plus forte de l'Iran si Israël poursuit ses frappes. Dans ce contexte tendu, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle qui prévoit le déploiement de militaires autour des sites sensibles ou touristiques français. Il a expliqué cette décision en parlant d'éventuelles menaces qui pèseraient sur la France, en rappelant que l'Iran avait précédemment démontré sa capacité à mener des actions terroristes à l'étranger. Deuxième actu, c'est le No King's Day ce samedi aux États-Unis, une journée de mobilisation anti-Trump dans le pays. Concrètement, près de 2000 manifestations doivent se tenir dans plusieurs villes américaines où les personnes accusent le président américain Donald Trump de se comporter comme un dictateur ou comme un roi. Il faut savoir que ce type de manifestation se multiplie depuis le début de son second mandat, mais ce samedi est un jour particulier puisqu'une grande parade militaire se tient dans les rues de Washington DC, la capitale américaine. Ce défilé, digne de celui du 14 juillet en France, c'est un souhait de Donald Trump qui a choisi de l'organiser ce 14 juin pour célébrer le 250e anniversaire de la création de l'armée de terre américaine, le 14 juin 1775. Il a même affirmé que les États-Unis allaient pouvoir, je cite, crâner un peu car ils avaient les meilleurs missiles du monde. Mais ce que soulignent les opposants de Donald Trump, c'est surtout que cette parade monumentale se tient le jour de son anniversaire. Ils y voient donc avant tout une dérive personnelle. À 18h30, donc minuit chez nous en France, le Mall de Washington, la zone qui comprend la Maison Blanche et le Capitole américain notamment, accueilleront près de 7000 soldats, 150 véhicules militaires, une cinquantaine d'avions et des parachutistes. Le coût de ce défilé est estimé entre 25 et 45 millions de dollars par l'armée américaine. Troisième actu, les 2 chauffeurs qui conduisaient le bus accidenté ce vendredi sur l'autoroute A81, ayant fait 4 morts et de nombreux blessés, ont été placés en garde à vue ce vendredi soir pour homicide et blessures involontaires. Si vous n'aviez pas suivi, le bus transportait des adolescents de 15 à 17 ans de nationalité ukrainienne et des adultes qui les accompagnaient. Ils revenaient d'une visite dans un lycée de Ploermel, dans le Morbihan, et rentraient en Ukraine quand l'accident a eu lieu. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Angers et aux militaires du groupement de gendarmerie de la Sarthe. Leur but sera d'établir les circonstances de ce drame. Au total, 4 personnes ont été tuées, 7 ont été grièvement blessées en état d'urgence absolue et 21 autres en état d'urgence relative. L'ambassadeur d'Ukraine en France s'est rendu sur place ce vendredi et
Volodymyr Zelensky a exprimé ses condoléances sur X. Et enfin, ce samedi 14 juin, les Britanniques ont célébré l'anniversaire du roi Charles III, pourtant né le 14 novembre. En fait, il s'agit d'une cérémonie qui s'appelle Trooping the Colour, le salut aux couleurs donc, les couleurs étant les drapeaux tenus par le passé par les soldats britanniques pour se reconnaître sur le champ de bataille. Pendant cette journée, une parade militaire, un passage en revue des armées ou encore un défilé aérien sont organisés à Londres en l'honneur du roi. Et même s'il ne s'agit pas du vrai anniversaire de Charles III, les souverains britanniques célèbrent chaque année cette journée depuis des siècles. C'était notamment le cas de la reine Elisabeth II qu'il faisait aussi mi-juin. Le premier à avoir organisé la cérémonie du Trooping the Colour serait Charles II au XVIIe siècle. Le véritable anniversaire du roi, lui, sera fêté le 14 novembre en famille où une photo officielle de la famille royale sera prise. Merci beaucoup Brice pour ces actualités. Alors je le disais, ce week-end, pour plus d'actualités, rendez-vous directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain, cette fois-ci sur la chaîne YouTube des grands formats pour une autre vidéo. Autrement, rendez-vous lundi pour le retour des actus.